Bonsoir à toutes et à tous. Edgar Morin, qui connaît bien Poitiers, puisque c'est un compagnon de route de l'Espace Mendès France, où il vient souvent, en tout cas il venait souvent, parce que maintenant il est un petit peu âgé, mais voilà, Edgar Morin, voilà, qui connaît bien Poitiers. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette présentation réellement passionnante. Avant toute chose, je souhaite remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de cet événement et qui m'offrent la chance de pouvoir aussi présenter, c'est un petit peu intimidant, mais la vision portée par l'équipe de la ville de Poitiers aujourd'hui. Merci au groupe local Poitou-Charentes du manifeste de la frugalité heureuse et créative, et en particulier Madame Guérif, voilà, qui s'est largement investie avec grand enthousiasme dans notamment l'organisation de l'événement d'aujourd'hui, donc merci. Et merci par ailleurs pour votre engagement fort en faveur d'un urbanisme innovant et résilient. Merci également à la Maison de l'Architecture et à sa présidente, Madame Godin, de nous accueillir. Merci à ODIS pour ce partenariat. Je salue aussi la présence de collègues d'Argentine et du CFA BTP de Poitiers, puisque ça fait un écho intéressant, enfin indirect. Nous entretenons avec notre ville amie argentine de Santa Fe un partenariat autour de la réhabilitation du patrimoine historique d'inspiration européenne en Argentine. Et donc ils sont venus écouter ce qui se dit ce soir, et donc ça fait des échos pas inintéressants avec ce qu'on vient d'entendre. Et puis merci à chacun et à chacune d'entre vous pour votre présence. Merci Monsieur Madec d'être venu à Poitiers. C'est vraiment un honneur de vous y accueillir et une chance d'avoir entendu votre présentation réellement. Vos propos résonnent particulièrement bien ici, où notre équipe municipale porte une vision de l'urbanisme de la ville au sens large, qui fait écho en de nombreux points à votre vision, la vôtre, mais celle que vous partagez, de la frugalité heureuse. La frugalité, terme moins austère que la sobriété, renvoie à l'impérieuse nécessité de penser le présent et l'avenir de nos territoires sous le prisme de l'écologie, les bouleversements écologiques auxquels nous préparer, mais aussi le mieux vivre qu'elle permet d'offrir. Et puis la frugalité heureuse et créative, cela nous renvoie à un imaginaire positif qui nous invite à aller de l'avant et qui place au cœur des villes que vous construisez, que nous animons, dans laquelle nous vivons, nous agissons ensemble, la convivialité et les liens sociaux. Ce sont de premiers points d'écho partagés entre la frugalité heureuse et puis ce que nous portons avec l'équipe qui m'entoure à la ville de Poitiers. Et donc vous m'avez invité à partager avec vous notre vision de l'urbanisme à Poitiers, de la manière dont on construit, on pense la ville, et je vous en remercie à nouveau. Alors porter une politique d'urbanisme, construire, reconstruire les bâtiments et la ville, c'est penser la manière dont la ville peut, par sa forme, par les usages que nous y encourageons, répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Comment, par notre regard, par nos choix, par nos et vos expertises techniques, nous pouvons construire un territoire où il fait bon vivre aujourd'hui et demain. C'est comme ça que je résumerai la question, en tout cas. Je l'ai évoqué plus haut, il est impératif de prendre en compte structurellement la dimension écologique dans nos villes. Je pense en cela au bouleversement climatique, mais aussi aux enjeux de biodiversité. Nos responsabilités et donc nos ambitions sont multiples. D'abord, atténuer autant que possible l'érosion de la biodiversité et les effets du changement climatique, donc limiter notre impact, mais aussi adapter notre territoire pour que demain, avec les changements que nous connaissons, Poitiers soit encore une ville où il fait bon vivre, y compris en été. J'ajouterai réparer, pour ce qui concerne la biodiversité en particulier, favoriser le retour de la nature en ville à l'heure où nous savons que la biodiversité trouve de plus en plus refuge en ville, à l'inverse des campagnes. Ça fait partie de nos ambitions pour notre quartier de la Gare, dont je parlerai plus tard, mais d'ores et déjà, je peux vous dire que petit à petit, en plus de le densifier, en plus de le faire évoluer, nous allons faire ressurgir au plein air et donc rendre au Poitevin et au Poitevin la rivière qui est aujourd'hui complètement enterrée, la Boivre. Mais surtout, dernière dimension indispensable, accompagner, condition indispensable pour embarquer largement tout un territoire dans ces changements attendus, dans ce changement de posture. Cela passe par des choix politiques clairs qui sont chez nous retranscrits dans notre charte de l'urbanisme résilient, un document co-construit au début de notre mandat qui a l'ambition de servir le dialogue et d'agir en transparence avec tous les acteurs de notre territoire. Et les leviers permettant de mettre en œuvre ces ambitions sont clairs, ils sont connus. Cela passe avant tout par une exemplarité dans les bâtiments publics que nous construisons, que nous rénovons, que nous faisons évoluer. Nous montrons l'exemple, en tout cas nous tentons de le faire, avec des bâtiments conçus pour être vivables en 2050, avec une isolation thermique optimisée, une végétalisation renforcée et qui encourage l'expérience du dehors,
Des bâtiments qui produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment, autant que possible en tout cas, pour nous qui portons l'ambition à terme d'avoir un patrimoine municipal à énergie positive. Ces principes se retrouvent par exemple dans une école que nous avons inaugurée l'an dernier, l'école Montmidi. Une école maternelle faisant la part belle à la nature, notamment dans une cour végétalisée, et donc encourageant la pratique et l'envie de la classe dehors. Une école douce et conviviale autour du cœur vivant de cette cour-jardin. Une école exemplaire de par ses matériaux biosourcés, le bois paille en l'occurrence, et produisant sa propre énergie. J'ai un doute là-dessus, je confonds peut-être avec Andersen, mais en tout cas, je regarde pardon, l'un de nos architectes. Si je mentionne le bois paille, ce n'est pas innocent. Il nous faut être conscient aussi que par nos choix, nous encourageons les filières vertueuses de demain. Il faut des pionniers. Et ces pionniers, ce sont les collectivités, mais ce sont aussi les architectes, parce que c'est forcément un défi à relever en commun, avec les entreprises du territoire que je n'oublie pas. Ainsi, la paille, c'est une production locale de notre département, qui est un département largement agricole. Mais la filière que nous soutenons particulièrement en ce moment, et demain, c'est la filière du chanvre. Le chanvre, c'est une filière vertueuse sur tous les plans. C'est une filière vertueuse d'un point de vue environnemental, c'est une filière c'est une production très peu consommatrice d'eau, et donc très vertueuse aussi pour l'agriculture qui dispose de nombreux débouchés, textiles, alimentaires, et le débouché en matière de bâtiments, de construction, fait partie des débouchés prioritaires parce qu'ayant le plus d'impact. Et donc, dans nos bâtiments, nous faisons le pari du béton de chanvre, par exemple, comme dans une opération en cours d'extension du siège du CCAS en plein cœur de la ville de Poitiers. Un projet que certains d'entre vous ont eu l'occasion de visiter. Et donc, la filière chanvre, c'est une filière en plein essor, qui ne grandira que si par le levier de la commande publique, mais aussi par une certaine audace partagée, nous montrons son plein potentiel. Et puis surtout, un principe souvent perçu comme une contrainte par certains collègues maires, mais que nous voyons ici avant tout comme une opportunité, c'est la sobriété. Alors pardon, j'utilise le mot, c'est pas un vilain mot pour moi, enfin en tout cas je trouve que la sobriété pour moi c'est un mot qui incarne la juste mesure entre ce dont nous avons besoin et ce que nous consommons, ce que nous utilisons. Enfin en tout cas je trouve que, en tout cas c'est un mot que nous utilisons et pas simplement pas du tout sous l'angle négatif d'ailleurs. La sobriété, donc la sobriété foncière, nous qui sommes très tôt entrés dans la démarche territoire pilote de sobriété foncière, ce qui nous a notamment conduit à faire un atlas du foncier invisible, un atlas qui se confronte aujourd'hui aux contraintes et aux freins qui peuvent freiner le passage à la mise en œuvre, mais clairement l'ambition elle est là. La sobriété dans l'usage des ressources aussi, qui nous a poussé à aller le plus loin possible dans une opération que nous inaugurerons très bientôt et que vous avez visitée. Celle de la caserne Pontachard, donc une ancienne caserne de pompiers à valeur patrimoniale aujourd'hui, qui va demain être transformée en une auberge de jeunesse, un tiers-lieu artisanal et convivial. Un projet donc au cœur du quartier de la Gare qui sera, nous l'espérons, l'exemple même de la manière dont une ville peut évoluer sur elle-même, se densifier, se diversifier dans ses usages et redonner une place, je l'ai évoqué, à l'eau et à la nature. Mais donc pour en revenir à la caserne, nous en avons fait un véritable terrain de jeu, cette caserne, pour expérimenter et développer le réemploi dans le bâtiment, d'une part pour répondre à une logique écologique, et d'autre part pour répondre à une logique toute simple. Pourquoi aller chercher des matériaux neufs quand les anciens répondent tout à fait au nouvel usage, voire mieux, et nous avons trouvé une véritable mine d'or, radiateurs, menuiseries, luminaires. Ce sont autant de matières premières qui sont réutilisées ici à grande échelle, puisque cela représente 350 tonnes de matériaux réemployés pour un site qui fait quasiment 5000 m², ce qui nous a fallu le prix national du réemploi de Valobat il y a quelques jours. Et donc la créativité est ici au service de la frugalité, puisqu'avec le réemploi, c'est toute une chaîne d'activités humaines, d'inventivité humaine, qui se met en mouvement. Donc, vous l'aurez compris, de la sobriété à l'innovation, de la sobriété à l'innovation technique, mais aussi l'innovation sociale, il n'y a qu'un pas. Mais aussi, donc, je parlais tout à l'heure du fait que la manière dont nous construisons les villes, de la manière dont nous la faisons évoluer, doit répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. Et parmi ces défis, il y a celui de l'acceptation sociale, ou plus positivement, voire plus positivement, celui de l'appropriation citoyenne de la manière de construire la ville de demain, la ville sur elle-même. Dans les principes de la charte de l'urbanisme résilient que j'évoquais tout à l'heure, nous demandons donc aux promoteurs, aux architectes, aux opérateurs avec qui nous travaillons d'associer autant que possible les habitantes et les habitants aux projets qui concernent leur quartier. Demain, nous le savons, nous devrons densifier la ville, avant tout pour protéger les terres agricoles qui devront nous nourrir, mais aussi pour protéger nos paysages.
Mais cette densification ne sera bien vécue, elle ne se conjuguera donc qu'avec une forme d'apaisement social que si elle est comprise, voire négociée avec les habitantes et les habitants. C'est aussi l'opportunité positivement de cultiver de nouveaux liens ou encore de se laisser surprendre par de nouvelles idées, et vos projets en ont fait la démonstration implacable, clairement. Alors je reconnais la limite de l'exercice, on en échange souvent, notamment la logique NIMBY que l'on peut retrouver parfois. Mais la co-construction peut aussi, voire surtout, faire naître des merveilles. Nous sommes plusieurs à en avoir fait l'expérience à Poitiers comme ailleurs, et donc, par exemple, lorsque les espaces publics, en particulier les parcs sur lesquels nous avons beaucoup misé, au Triangle d'Or, à Coubertin, demain au Square de la Citoyenneté à Saint-Éloi, 3 parcs donc en quartier prioritaire, en quartier politique de la ville, les habitantes et les habitants se sentent beaucoup plus chez eux, avec un projet qu'on a construit avec eux, qu'avec un projet désincarné qu'ils voient sortir de sol sans en avoir été les acteurs avant. Et puis enfin, parmi les points que nous partageons avec votre mouvement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une certaine vision positive de la frugalité et donc une certaine vision positive de l'écologie. D'une vision positive, pas du tout au sens bêtement béat du terme, mais d'une vision engagée pour une société plus conviviale. Ainsi, parmi les défis auxquels nous devons répondre, celui qui me semble absolument majeur, y compris face aux crises écologiques et démocratiques que nous traversons et que nous allons affronter, c'est le défi du lien social. Ce qui mine nos sociétés aujourd'hui, c'est la fracture sociale, c'est la montée de l'individualisme, c'est la croissance de l'isolement, en particulier chez les personnes les plus fragiles, chez les personnes âgées. Et si nous n'y prenons pas garde, on le constate, cette tendance sociétale lourde peut se refléter dans nos manières de construire, dans nos manières d'habiter. Des bâtiments fermés à toute porosité avec l'espace public, des bâtiments sursécurisés, un espace public aseptisé, des espaces de travail où on ne se croise plus, happés par le travail ou par des flex-office froids et désincarnés, des maisons individuelles aux murs hauts et opaques qui empêchent tout contact sensoriel avec la rue ou avec le voisin. Et donc, je suis convaincue que nous avons aussi le pouvoir d'agir pour que, par nos manières de concevoir nos espaces publics, par nos manières de construire, nous encouragions les croisements, les dialogues, la convivialité dans les espaces communs collectifs de nos bâtiments et dans nos espaces publics. Ainsi, lorsque nous construisons ou lorsque nous agrandissons une école, nous pensons à mettre un préau qui sera un jour un lieu accueillant pour les parents, un autre jour un abri pour une fête de quartier ou pendant les vacances un terrain de sport pour les enfants. Nous encourageons les mutualisations entre les usagers de nos bâtiments publics. Une salle de formation partagée, une cuisine partagée, c'est pas simplement une manière de répondre à la contrainte liée aux surfaces qu'il faut réduire, c'est aussi un levier pour nourrir les liens du quotidien. Une fluidité qui se retrouve dans la conception du bâtiment, dans les cycles de vie, mais aussi dans l'urbanisme transitoire que nous encourageons à chaque fois que nous en avons l'occasion. Et puis ça se reflète aussi dans des quartiers pensés comme étant chaleureux, tout simplement. Enfin, ce qui me frappe dans les photos que vous avez présentées, notamment à Val-de-Reuil, c'est le fait que les quartiers ont beau être neufs ou rénovés, ils ne sont pas du tout froids comme ce qu'on peut voir parfois. Ce sont des quartiers colorés, avec du relief dans les bâtiments, avec des choses qui ne sont pas toutes de la même taille, des petits recoins. Voilà, la dimension chaleureuse de nos espaces publics et de nos bâtiments est, je pense, sous-estimée dans son importance aujourd'hui. Donc, j'encouragerais à ce que nous soyons ensemble acteurs de la cohésion de nos territoires à notre humble échelle, mais parce que nous n'affronterons pas bien les défis du monde difficile qui s'ouvre à nous si nous sommes disloqués, fracturés, invisibles et donc insensibles les uns aux autres. En tout cas ici, pour terminer, nous avons la chance réelle d'être dans un territoire de coopération, où les alliances, où les enthousiasmes partagés et donc les dynamiques collectives vertueuses sont possibles. Ainsi, je voudrais conclure en saluant une nouvelle fois les acteurs de notre territoire, à commencer par la Maison de l'Architecture. C'est une réelle chance pour la ville de Poitiers, même plus largement, puisque votre influence dépasse la ville de Poitiers, mais c'est une réelle chance pour nous qu'existe une telle structure sur notre territoire. Parce que si nous pouvons animer une dynamique aussi vertueuse, c'est d'une part parce que le dialogue de proximité avec les architectes, en l'occurrence, permet une compréhension et une confiance mutuelle, mais c'est surtout parce qu'au départ, il existe cet environnement propice que vous animez. Et je m'adresse non seulement à la Maison de l'Architecture, mais aussi au groupe local de la frugalité heureuse et créative, mais également à l'ensemble des professionnels de l'urbanisme, de l'architecture et même de la construction à Poitiers, qui sont de réels moteurs de ce changement de paradigme autour de la manière de construire la ville pour que celle-ci soit plus accueillante, plus humaine et plus résiliente. Donc merci à toutes et à tous, merci à tous les acteurs de notre territoire, et puis dans l'immédiat, merci pour votre attention.